Allez, dis-moi les 3 urgences à éliminer, vite, et on passe à la question numéro 2. Anévrisme carotidien, maladie de Horton et l'HTIC. Très bien, c'est une excellente réponse. Donc il fallait répondre en effet l'anévrisme de la carotide. Alors, donc on dit en général que si elle est en voie de rupture et comprime le nerf 3. On va y revenir. En général, c'est un anévrisme qui se situe au niveau de la communicante postérieure, si vous vous souvenez un peu du schéma du polygone de Willis, à cet endroit-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cet endroit-là, il y a le trajet du nerf 3, avec ses portions extrinsèques et intrinsèques qui passent par là. Et quand on a un anévrisme, donc une perte de parallélisme des vaisseaux par dilatation, ça peut comprimer le nerf 3 dans cette portion et donc entraîner tout ce qu'on va voir derrière. Paralysie extrinsèque, donc c'est une paralysie des muscles oculomoteurs extrinsèques, c'est-à-dire externes de l'œil, qui sont à l'extérieur de l'œil, comme les muscles oculomoteurs, comme le muscle releveur de la paupière, et les muscles, une paralysie intrinsèque, une paralysie concernant les muscles intrinsèques de l'œil, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'intérieur de l'œil, comme le sphincter de la pupille, donc mydriase aréactive, et une paralysie de l'accommodation, parce qu'on a les muscles de l'accommodation. Du 3, avec violente douleur rétro-orbitaire. Très bien. Maladie de Horton également à se souvenir. Bon, on ne va pas revoir tous les signes de la maladie de Horton qu'on a vus la dernière fois. Et l'hypertension intracrânienne. Sur Horton, eh ben, c'est par des mécanismes d'ischémie d'origine inflammatoire. Pareil, sur les muscles. Voilà, les phénomènes d'ischémie. Voilà, hypertension intracrânienne, céphalée dans la nuit ou au réveil, diffuse, vomissement, jet, troubles visuels et troubles de la conscience. Voilà les 3 urgences à éliminer devant une diplopie. La patiente se plaint de violentes douleurs orbitaires et vous retrouvez l'examen une paralysie du 3. Quels sont les muscles innervés par le nerf crânien 3? Je ne voulais pas que vous me récitiez tous les nerfs oculomoteurs innervés par le 3, parce que ça, c'est une question de P2. Mais je voulais que vous me classiez ça en mots-clés, en séparant les muscles extrinsèques des muscles intrinsèques. Pourquoi? Pas juste pour vous faire chier, c'est bien pour vous montrer qu'il y a un vrai continuum entre l'anatomie, la sémiologie et la pathologie. Il y a des muscles extrinsèques, donc c'est des muscles à l'extérieur de l'œil, donc le droit sub, droit inf, droit médial, oblique inférieur et muscle releveur de la paupière. Et on a des muscles intrinsèques, donc à l'intérieur de l'œil, le sphincter pupillaire et les muscles de l'accommodation. Et en fait, quand on a une paralysie aussi bien extrinsèque que intrinsèque, et bien là, tout de suite, il faut penser à un anévrisme de la carotide. C'est-à-dire, en gros, dès qu'on a un trouble oculomoteur et qu'on a une mydriase, alors là, tout de suite, il faut s'inquiéter. Donc quand on examine, vous y penserez maintenant, quand on examine quelqu'un avec les troubles oculomoteurs, il faut aussi regarder la pupille. Parce que si en plus d'une paralysie du droit inférieur, on a une mydriase, et bien là, il faut penser à l'anévrisme. D'accord? Vous avez bien compris pourquoi je veux qu'on sépare au niveau de l'anatomie les muscles extrinsèques des muscles intrinsèques. C'est pour la sémiologie. Voilà, une petite question. Le grand oblique, c'est-à-dire l'oblique supérieur, il est innervé par quel nerf? Non, il y a un micro, donc je demande... Voilà. Je ne sais pas. D'accord. Le 4. Le 4, très bien. Très bien. Et alors, est-ce que tu peux me dire quel est le champ d'action de l'oblique supérieur? C'est dans le regard comment? Non, mais je pose la question à votre copine. C'est oblique inférieur. Oblique inférieur, ça veut dire quoi, oblique inférieur? C'est vers le bas latéral. En bas et en dehors? Voilà. C'est une mauvaise réponse. C'est en bas et en dedans. D'accord? Le grand oblique, l'oblique supérieur, il y a beaucoup d'erreurs dans les polycopiés. Donc voilà, là au moins, comme ça c'est tranché, c'est dit. On pose souvent la question. Quel diagnostic étiologique devez-vous évoquer ici en priorité et quelle en est la principale complication? On l'a vu, on en a parlé. Le fait qu'il y ait une paralysie extrinsèque et intrinsèque doit nous faire évoquer en priorité l'anévrisme de la carotide en voie de rupture comprimant le nerf 3 jusqu'à preuve du contraire. Et bien sûr, le principal risque est la rupture de l'anévrisme avec hémorragie méningée.
Là, encore une fois, une erreur fréquente de votre part. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont parlé dans la complication majeure de l'AVC hémorragique ou de l'hémorragie cérébrale? Vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs. Et vous l'écrivez tout le temps. Bon, il faut bien comprendre que la complication d'une rupture d'anévrisme d'un gros vaisseau cérébral, ça donne une hémorragie méningée. Ça, c'est l'anatomie. En gros, quand on a les gros vaisseaux cérébraux passent dans l'espace méningé. D'accord? Donc quand ils saignent, ça entraîne une hémorragie méningée. On est bien d'accord ou pas? Alors quand est-ce qu'on a par contre un AVC hémorragique? C'est-à-dire quand est-ce qu'on a une hémorragie cérébrale? C'est quand? Qu'est-ce qui donne ça? Personne ne sait? Déborah, est-ce que tu sais? Non. Enfin si, ça peut. Ça peut, mais c'est pas ça. Non, un gros AVC ischémique, c'est pas ça qui donne un AVC hémorragique. Ça peut se compliquer un AVC hémorragique secondairement. Et c'est pas ça qui donne... Eh bien, ce sont les anévrismes des vaisseaux, des micro-vaisseaux perforants. Ça vous dit quelque chose ou pas? Les anévrismes de Charcot et Bouchard, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Mon Dieu, est-ce que vous avez fait la neuro? Avec qui? Avec Léora, bien sûr, la star. Elle a forcément dû vous en parler. Bon, c'est pas grave, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est pas très important pour l'ENC. Non. Donc, voilà. Donc, je vais pour vous dire que, voilà, il faut que vous sachiez que les AVC hémorragiques, c'est des anévrismes des micro-vaisseaux, micro-artérioles, perforantes qui sont à l'intérieur du parenchyme cérébral et qui peuvent saigner, entraîner un hématome à l'intérieur du tissu cérébral. Alors que quand les gros vaisseaux saignent, c'est dans l'espace méningé. Quelle sera votre démarche diagnostique à partir du moment où vous suspectez un anévrisme de la carotide? Quel est l'examen à faire? Eh bien, il y en a 3 possibles. C'est l'angio-IRM ou l'angioscanner ou l'artériographie carotidienne. En gros, il faut demander un examen des vaisseaux cérébraux. D'accord? Donc, une angio-IRM ou un angioscanner, ça recherche aussi très bien les vaisseaux. Mais quel est le gold standard toujours actuellement? Ça reste le plus sensible, c'est l'artério-carotidienne. Mais c'est quand même un acte qui est invasif, qui demande à être fait par des gens qui sont habitués. Voilà. Après, ça dépend des centres. Il y a des gens qui ont l'angio-IRM plus facile. Voilà. Mais les 3 réponses sont acceptées, même si le gold standard reste l'artério. Donc les gens qui mettent IRM cérébral injecté, est-ce que c'est bon ou pas? Très bien, c'est faux. C'est archi faux, parce qu'un examen injecté, ce n'est pas du tout comme un angio-scanner. Parce qu'un angioscanner, c'est un scanner des vaisseaux, et un scanner injecté, c'est un scanner avec prise de contraste par les tissus. Ça n'a rien à voir. Personne n'avait mis ça, bien sûr. Personne, c'est très bien. Alors, votre hypothèse se confirme. Quelle est votre attitude thérapeutique? En gros, on retrouve effectivement un anévrisme de la carotide. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, un mot a été demandé, c'est le terme de neurochirurgie. En gros, ça veut dire qu'un patient comme ça, chut, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui là? Ça va pas? Non, mais dites-moi. Un problème ou pas? Je sens qu'aujourd'hui, les gens sont je sais pas, pensent à autre chose, etc. C'est ma cravate qui vous plaît pas, c'est ça, hein, Élise m'a dit. Non? Vous avez tous envie de? Vous avez tous envie de dormir, d'accord. Mais bientôt. Vous savez que c'est notre dernière conf ensemble? Vous savez ça? Non, mais profitez, parce que je vous assure que il m'arrive encore de croiser des gens dans la rue qui me disent « Ah là là, c'est tellement bien tes confs, on aimerait bien tellement revenir en D4 pour revivre ça. » Donc voilà, profitez des derniers instants. Et en plus, comme je vous l'ai dit, si on finit en avance, vous aurez une exclusivité, une première mondiale. Non, pas le slam, parce que le slam, ça a déjà été fait. Le conte, un conte. Donc, voilà. Ah bah écoute, c'est pas de ma faute si t'aimes bien faire toutes les conférences, hein, moi je peux rien. Mais hey, qu'est-ce que tu voudrais que je t'invente des dossiers qui tombent pas ou je te donne un dossier qui est dans la banque de l'internat? Bon bref, on va continuer. Ah, j'aurais pas dû dire ça, on peut couper ça aussi. Voilà. Alors, votre hypothèse se confirme,
Et quelle est votre attitude thérapeutique? Je pense sérieusement que ce dossier peut très bien figurer dans la banque. Mais ce serait complètement indépendant de ma volonté. Urgence neurochirurgicale, en gros, c'est un dossier transversal. S'il vous plaît. Possible, ça. Urgence neurochirurgicale, c'est qu'un patient qui est comme ça, il ne reste pas en ophtalmo. Donc la transversalité, c'est aussi de basculer les patients ailleurs. D'accord? Donc un patient qui est comme ça, vous l'envoyez tout de suite en neurochirurgie. Il peut rompre sa carotide. Et là, franchement, à côté des gens à qui vous faites des lunettes, ça fait très très mauvais effet. Donc, transfert en SAMU en neurochirurgie, et le traitement sera soit neurochirurgical ou neuroradiologique. Mais ça, ce n'est pas vous qui décidez. Et il faut savoir que les neuroradiologues, aujourd'hui, prennent de plus en plus d'importance, que les neurochirurgiens font en fait de moins en moins de choses. Voilà. Quel est le meilleur examen complémentaire dans l'idéal pour explorer en général une diplopie? Et dans quel délai le demandez-vous ici? Il faut savoir que le meilleur examen qui existe en ophtalmo pour explorer une diplopie, c'est ce qu'on appelle le test de Hess-Lancaster. D'accord? Alors, c'est un terme un peu barbare. Le test de Hess-Lancaster, c'est un test qui permet de savoir dans quel champ d'action on a des déficits. Si c'est dans le regard latéral, ou dans le regard vers le haut, ou dans le regard vers le bas. Et donc, à partir de là, pouvoir savoir ou deviner quels muscles sont touchés, ou quel nerf est touché. C'est ça le test de Hess-Lancaster. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de regarder le bouquin de Larry Bensoussan chez Vernazobre. Il explique très 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 bien avec des très beaux schémas. Larry, si tu me regardes. Voilà. Alors, le degré d'urgence ici, vous pouvez vous rendre compte, absolument aucun. Sans urgence, quel est l'intérêt de savoir que là, il a un droit sup ou un droit médian qui est touché? Ça n'a aucun intérêt. On a bien compris que l'urgence, elle est vitale. Donc, s'amuser à savoir quels muscles sont touchés, là, c'est vraiment une perte de temps considérable. Donc, sans urgence, aucun intérêt dans ce cas à demander un test de Hess-Lancaster. Question numéro 7. Quels sont les diagnostics différentiels de diplopie douloureuse? Alors là, c'est dans le polycopier national, hein, il faut le connaître, hein, ce n'est pas une question non plus très très intéressante. Voilà, une fistule artério-veineuse, une migraine ophtalmoplégique, la maladie de Horton, c'est le seul que, à la limite, je voudrais que vous reteniez. Diplopie douloureuse chez un sujet âgé, même diplopie en général chez un sujet âgé, il faut penser à la maladie de Horton. Et syndrome de Tolosa-Hunt, est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, très bien. Et on s'en fout, grave. Ah ben, je le dis exprès pour pas que vous le reteniez. Parce que je sais que c'est le genre de choses que vous aimez retenir. Hein? C'est vrai, vous connaissez ou pas le syndrome Marchiafava-Bignami? Ah, vous adorez ça. Fitz-Hugh-Curtis. Fissinger, le roi Reiter. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais vous adorez ça. On s'en fout grave. Voilà. Donc Tolosa-Hunt, eh ben, je n'en rajouterai pas un dans vos connaissances. Voilà. Je vous demande de ne pas le retenir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est retenu. Très bien. Alors, quelle pourrait être l'autre étiologie plus bénigne? Chut. Vous savez, les filles, là, ici, vous taisez, là. Vous parlez tout le temps, quoi. D'accord? Chut. Quelle pourrait être l'autre étiologie plus bénigne et plus fréquente de diplopie chez cette patiente? Par quel mécanisme? Et quelle est l'atteinte oculomotrice la plus fréquente de cette pathologie? Cette patiente était diabétique. C'était écrit, donc facile. Le mécanisme, eh ben, c'est la même chose que dans la rétinopathie diabétique, Charlotte, c'est-à-dire microangiopathie, le mot-clé. Et l'atteinte la plus fréquente, c'est l'atteinte du 6. Le 6, c'est quoi? Ça touche quoi comme muscle? Vite, un micro. Ah, c'est facile, ça. Oui, le micro. Qui a caché le micro? Le droit latéral. Voilà. Alors, vas-y. Le 6, c'est quoi comme muscle, comme nerf? Le droit latéral. Le droit latéral, excellente réponse de le regard vers le dehors. Très bien. Si on a une atteinte du 6, là, donc on a fini le dossier, qu'est-ce que ça t'évoque et pourquoi? C'est typique de quoi une atteinte du 6 à l'ENC? Chut, chut, ouais. Alors, la plus fort, on n'entend rien. L'HTIC, très bien. Et pourquoi? Pourquoi dans l'HTIC, on a... Attends, mais prends-le dans ta main. Pourquoi dans l'HTIC, on a une atteinte du 6 en premier? Eh bien, je vais vous le dire. On a une atteinte du 6 dans l'HTIC, car le 6 est le nerf le plus sensible aux variations de pression dans la boîte crânienne, parce que c'est le nerf le plus long dans la boîte crânienne, qui a le plus long trajet. Voilà.
Pourquoi tu te marres? Parce qu'il a une blague. T'as une blague, c'est ça? Non, non, pas du tout. Voilà. Tu veux dire que quel est le nerf le plus long dans le corps humain?